quartier français. Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a joué à Saint-Leu, où on a fait le plein. Et on va arriver à peu près, à la fin de cette campagne-là, on va arriver à peu près à 5000 entrées sur La Réunion. Bon, donc c'est la digne suite de Le Pervenche. Alors, quand on lit les archives, tu parlais déjà de la suite en 91. Oui, j'avais déjà le titre, j'avais déjà l'histoire en 91 effectivement. Donc, et puis j'ai la suite pour dans 10 ans, si Dieu nous prête vie. Et donc l'idée c'était de faire un triptyque, c'est-à-dire de parler un peu des trois grandes phases de l'histoire contemporaine réunionnaise. Nous avions la départementalisation, on part du statut de colonie française. Ensuite on a la départementalisation en 1946, mais le combat commence 10 ans avant. Ensuite on a la période de la revendication d'autonomie, dirons-nous, au moins d'une partie des forces politiques. Et puis la dernière étape, ça peut être Freedom, ça peut être l'étape de la société de consommation à outrance, de la télévision et du chemin des ondes. Alors on avait le chemin de fer pour la départementalisation, le chemin de terre, donc avec quartier français, c'est-à-dire le retour, c'était l'idée de Paul Vergès de s'appuyer sur la paysannerie et de dire que l'autonomie ou l'indépendance de la Réunion, c'était les gens de la terre qui devaient la faire. Et puis la troisième étape, c'est le ciel, l'air, les ondes, l'air du Boeing et de la télévision. Et Debré alors, il est au milieu, il est entre les deux et le 3. Debré, il est un peu dans la départementalisation, puisque ça a été le chantre, il a repris à son compte donc la départementalisation dans les années 60. Il a combattu l'autonomie, alors bon, il était en pleine dans cette période-là. Et puis, c'est vrai qu'il a lancé la modernisation, l'idée de la société de consommation, d'une industrialisation, c'est un peu lui qui a lancé ça, et effectivement du rapport, enfin du voyage facile entre la France et la métropole grâce aux gros porteurs. Parce que c'est quand même un monument, le duel. Toutes les années 70 60-70 sont marquées par ça. Par oui, enfin, moi je me suis plutôt intéressé à, j'allais dire, plutôt à la gauche, quoi. Enfin, dire, alors Debré. Vergès se définit, à partir du moment où Debré est là, Vergès se définit face à Debré. Non, c'est le contraire, puisque Vergès démarre en 55, donc 54-55 avec quartier français. Michel Debré n'arrive qu'en 62. Donc il y a 8 ans sans lui. C'est simplement au moment où le Vergès arrive à faire, au début des années 60, en 59, il fait son parti communiste réunionnais, qui doit préfigurer l'indépendance de la Réunion. À partir de ce moment-là, ça commence à chauffer vraiment. Il y a le retour de De Gaulle. Donc De Gaulle qui fait un choix au niveau des colonies ou de l'outre-mer français, il met d'un côté les colonies qu'on va lâcher et les départements qu'on va lâcher, donc les départements algériens, et puis ce qu'on va garder, donc les confettis de l'Empire. Et dedans, il y a la Réunion, les Antilles, plus un petit peu de Tahiti, etc., de Saint-Pierre et Miquelon. Et à partir de ce moment, il s'agit donc de combattre toute velléité d'autonomie ou d'indépendance. Alors justement, pourquoi les années 70 sont intéressantes, c'est que c'est là où on coupe dans les mairies, on coupe l'électricité. Chaque fois qu'on joue du Maloya, la police descend dans les cours pour saisir les instruments. Non, ça c'est un peu de la blague. C'est la mythologie Viry, ça? Oui, non, ça c'est de la blague. C'est-à-dire il y a une vraie censure au niveau de la télévision, de la radio d'État, effectivement, mais elle est parfaitement assumée par cette république musclée qui est celle de Gaulle et celle de Debré ici. Maintenant, non, ça ne va pas jusqu'à une répression féroce et sanglante du Maloya. Non, on ne la promeut pas. Et puis, à partir du moment où le PCR la promeut de son côté, alors on la promeut d'autant moins, je dirais. Mais par exemple, quelque chose comme le Sega, il y a un Sega bourgeois, un Séguin de droite, qui lui a tout à fait court. Quand vers la fin de cette période-là, il y a le groupe Caloupilé. Le groupe Caloupilé, lui, qui est le groupe de la préfecture, ce groupe-là, il fait du Maloya. Donc ça, non. Et puis très vite, le Maloya, donc
J'allais dire, dans cette affaire du Maloya, c'est aussi le fait des Réunionnais eux-mêmes hein, qui l'ont mis de côté. Hein. Il est clair que le Maloya, c'était plus la face sombre, la face cachée dont le Réunionnais lui-même ne voulait pas parler. Donc il a fallu... c'était pas qu'une répression policière, c'était le petit gendarme est dans la tête tout de même. Intéressant. Alors, le 3, tu as déjà commencé à écrire ou tu préfères laisser du temps pour... Déjà, la question que je voulais te poser, c'est le quartier français que tu as écrit, là, et qu'on peut voir, est-ce que c'est ce que tu avais en tête en 91 ou est-ce que ça a bougé? Oui, enfin, en 91, j'avais le titre, je savais de quoi je voulais traiter, j'avais les principaux personnages sans rentrer dans le détail, ça s'arrêtait là. Pareil pour la suite, l'aventure de Freedom. Non, c'est quelque chose qui... Le théâtre, il doit s'inscrire dans un temps donné. Donc il y a des idées de pièces ou des idées de films, des choses comme ça, elles peuvent être très anciennes. Maintenant, au moment où on se dit on va les faire, elles vont entrer en production, à ce moment-là ça devient sérieux, à ce moment-là on rentre un peu dans le détail des choses. En 91, je ne suis pas rentré dans le détail des choses. Je savais juste que cet événement-là était important et qu'on allait le traiter comme étant symbolique des problèmes d'autonomie. Alors quartier français, c'était des événements vierges pour Vollard, mais Freedom, c'est pas tout à fait le cas, il y a eu Émeute. Oui, effectivement, il y a Émeute. Mais l'auteur Pierre-Louis Rivière, qui est le petit-fils de René Payette, d'ailleurs, du monsieur Roger de la pièce, lui n'a pas... il a jamais voulu franchement assumer cette affaire de Freedom. Bon, c'était des... Quand on est au dernier étage de l'immeuble au Chaudron en 91 d'Émeute, bon, il s'agit bien évidemment de ça, mais il n'a jamais voulu, il ne l'a pas mis dans la plaquette par exemple, ou dans sa communication par rapport à sa pièce. C'est autre chose dont il voulait traiter. D'accord, donc... L'aspect politique des événements de 91 n'intéressait pas Pierre-Louis. Ce qui l'intéressait, c'était une vie de détraqué dans des HLM tropicaux avec des familles qui ne savent plus où elles en sont. Alors, dans Le Pervenche, c'est quelqu'un qui construit quelque chose. Dans Quartier français aussi. Donc on a Le Pervenche, on a Tipol, mais ça sera un troisième personnage alors pour... Ah ben, c'est le couple Sudre qui va nous intéresser dans ce troisième épisode. Je ne peux pas encore rentrer, je suis pas rentré dans l'écriture de cette histoire-là. Mais j'y ai moi-même participé d'un peu plus près. Je connais bien et l'un et l'autre Sudre. J'ai été leur proche à l'un et à l'autre. Et je me suis, tout en vivant les événements, j'ai accumulé un matériau, j'ai accumulé des choses qui me permettront... Donc moi, j'aurais été un peu plus acteur de ces événements-là, je les aurais vécus vraiment, que ni 36 évidemment, et ni 55, je ne les ai vécus. Donc est-ce que les gens sont venus à Quartier français avec Le Pervenche en tête? Forcément, l'histoire est différente, le contexte aussi, même s'il y a une grosse scénographie. Comment ça s'est passé? Quelles ont été la réaction des Timounes quand ils ont vu pour la première fois? Oui, bon, la première, beaucoup de gens sont venus voir la suite. C'est des gens qui avaient été séduits par Le Pervenche, donc ont voulu voir ce spectacle. Alors évidemment, par rapport à ça, c'est comme quand on fait des Rambo 2 ou des choses comme ça. Il faut à la fois ne pas décevoir cette attente. Hein, je dirais par exemple l'affaire du grand spectacle, du théâtre panoramique, du chœur sur scène, d'avoir des foules, d'avoir des véhicules qui circulent là où on avait des trains. Donc tout ça, ça ressemble, il y a une filiation. Il y a aussi un certain nombre de personnages qu'on retrouve, dont on parlait,
dans le Pervenche. Maintenant, il fallait que ça s'arrête là, parce qu'au moment où on va voir Quartier Français, il faut que ça soit une nouvelle aventure, et il n'y a pas besoin d'avoir vécu l'épisode précédent pour pouvoir s'intéresser à Quartier Français. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Au niveau de mon écriture, je me suis très vite aperçu à un moment donné qu'il fallait faire très léger au niveau de ces rappels de Le Pervenche, parce que ça ne passait pas, ou c'était sans intérêt. Donc en fait, j'ai simplement gardé la petite chanson du début qui fait le lien, quelques petites références à Paola, hein, une ou deux références à Paola, à certains personnages, et puis en fait c'était largement suffisant. Et comment le public a perçu justement cet écart? Est-ce que pour eux ça leur a semblé logique? Quels ont été les retours? Parce que c'est une autre histoire, même si c'est un triptyque sur cette histoire politique de la Réunion. Le Pervenche a été un phénomène, on peut dire, ça dépasse le théâtre, ça a été un phénomène sociologique énorme. Oui, oui. Donc quelle a été l'attente? Quelle a été l'attente et quelle a été... C'est forcément je dirais moins populaire pour des raisons d'ordre politique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé en 91? En fait, il y a eu une sorte de grand soulagement de la part de tout un peuple communiste quand Vergès a abandonné l'idée d'autonomie, qui n'avait jamais été vraiment, c'était un truc d'intello, qui n'avait jamais été vraiment accepté, et pour accepter la régionalisation poussée de Pierre Mauroy. Bon, moi j'ai un souvenir de ça, c'est le vendeur à la criée de témoignages, avec son témoignage, et qui disait, vous voyez, hein, c'est pas vrai ce que disait Debré, hein, nous on veut pas l'indépendance, hein, vous voyez, hein, et donc donc il y avait un décalage entre les dirigeants qui, eux, tout en n'osant pas prononcer le terme d'indépendance, en parlaient quand même entre eux, et puis il y a tout un peuple communiste qui lui, n'avait jamais désiré ça. Hein. Cet attachement à la France, il a l'air bien béton, quoi. Il est vraiment désiré, il est là, extrêmement présent. Alors le jour où il y avait la droite avec Debré, ou ses héritiers qui réclamaient, qui défendaient la départementalisation, le jour où un spectacle comme Le Pervenche montre que cette départementalisation, en fait, c'est une affaire de gauche. Il faut rappeler la une de témoignage qui disait du bon travail communiste, hein, la départementalisation. Et à ce moment-là, on a eu une sorte d'unité réunionnaise, une grande union réunionnaise. Ça fait couvrir à mon avis, 95% des gens. Et donc Le Pervenche était un spectacle de grande union, de grande communion autour de la départementalisation. Alors avec Quartier Français, où je parle du sujet qui fâche pour 95% des Réunionnais, celui de l'autonomie et de l'indépendance. Et donc je fais face à pas mal de silence, pas mal de oui, il faut le dire, mais il ne faut pas trop s'en servir, puisque les gens ne sont toujours pas prêts à se séparer de la France, donc ils ne veulent pas. Donc alors, et ça les intéresse que j'en parle, mais c'est pas la grand-messe. Ça ne peut pas être la grand-messe, parce que je parle de choses dont il ne faut pas parler, quoi, que diable. Bah oui, parce que on va dire que les méchants dans Le Pervenche, c'est les pétainistes, c'est ce qui était la SNCF, ouais. Mais là, ils sont encore en place, les Césars. Les Césars qui sont désignés, ils sont toujours là, donc c'est beaucoup plus délicat. Oui. C'est une pièce qui est plus politique, qui est plus fine, qui est plus... c'est pas la même, hein, c'est pas la grand-messe populaire, Quartier Français. C'est pour ça peut-être qu'il fallait, sur un plan dramaturgique, qu'il fallait quelque chose de plus resserré, de plus grave, moins la fête, quoi. Et donc il a fallu combler ce déficit-là par ce déficit populaire, le combler comme ça. Je dis ça par une sorte de silence, parce que les gens, ils viennent, ils sont là, ils ont été 5000, hein, ils sont là. Et ils viennent voir, ça les intéresse, c'est de la poudre, c'est du feu, hein, on sent bien qu'ils parlent de choses, oui ça existait, mais on aurait aimé que ça n'ait pas existé, hein. Tout le monde fait reproche à Vergès, pourquoi que diable est-il allé chercher ces histoires d'autonomie dont personne ne voulait.
On voit bien que les gens sont restés complètement en dehors de cette affaire de décolonisation de la France. Pourquoi décoloniser un endroit qui n'est pas colonisé, hein, à la limite ici, il y a une sorte de discours presque qui a pu paraître à un moment donné schizophrénique, hein, en dehors du réel, complètement à côté d'une île Maurice de Madagascar qui devenait indépendant. La Réunion s'est repliée voilà, de manière très crispée, comme ça, dans une sorte d'incompréhension. Personne ne comprenait que cette île ne veuille pas être indépendante comme les autres. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait une répression féroce des gros blancs et de la droite policière, militaire. En fait, c'est pas vrai. C'est faux, ça. C'est des discours de l'extérieur. En réalité, la masse des gens s'est trouvée incomprise par rapport à ça. Et toujours aujourd'hui, hein, je pense que ces affaires... La Réunion est toujours historiquement incomprise de l'opinion mondiale ou de l'extérieur. Hein. Elle a ce problème-là, elle l'a toujours. Oui, ça se voit avec la façon dont sont... retranscrits ou non retranscrits les grèves à l'heure actuelle. On ne comprend pas, on comprend pas. Mais Vergès est porteur de cette incompréhension aussi. Lui aussi, il m'a fait part souvent que en France, même lui, avec la stature qu'il a, il n'arrive pas à tout expliquer. Et ses interlocuteurs, en fait, pour comprendre la Réunion, il faut rentrer dans le détail de l'histoire, de sa population, de ses origines. Quand on sait tout ça, c'est clair. Mais c'est un petit pays avec une grande complexité, un peu comme le Liban ou d'autres pays. C'est très complexe. On ne peut pas expédier le problème réunionnais. C'est pareil pour les Antilles. Hein. On ne peut pas expédier le problème créole. Il est compliqué. Hein. Il faut tout connaître dans le détail pour connaître l'ensemble. Bon, et donc il y a forcément, fatalement, à un moment donné, un problème de paresse intellectuelle ou on va pas... Pour 600-700 000 habitants, on va pas y passer sa vie à essayer de comprendre. Hein. Est-ce que vous pouvez me résumer? Alors souvent c'est comme ça. Bon, écoutez, résumez-moi la situation, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Ce désir de bien faire. Hein, quand un nouveau parti prend le pouvoir en France, il hérite des dom-toms. Alors bon, allez, expliquez-moi rapidement sur un post-it, les postes, ça va, expliquez. Et puis on rentre dans un truc complètement complexe qui prend la tête généralement du Premier ministre ou du ministre des dom-toms qui découvre tout d'un coup que tout ça est très ambigu, très ambivalent, très compliqué. Et puis alors, des fois il réussit ou des fois il réussit pas. La plupart du temps, ça marche pas. Pareil pour les préfets. On a eu de grands préfets ici qui comprenaient bien, tout d'un coup qui comprenaient les choses. La majeure partie ne comprennent rien et repartent au bout de 4-5 ans avec un mal au crâne et avec du Doliprane, hein, parce qu'ils auront géré des trucs, mais oulala, c'est bien compliqué. Il faut aimer la Réunion aussi quelque part, il faut l'aimer pour la gérer. Ça n'aura pas été le cas non plus de tous ceux qui se sont occupés de la Réunion. Dès le départ, moi j'ai voulu faire parallèlement et un film et une pièce de théâtre. Donc en fait j'ai procédé en étapes comme ça. Bon, j'ai commencé par la pièce. Ensuite j'ai arrêté l'écriture de la pièce, j'ai écrit le scénario. Ensuite j'ai monté la pièce après, en changeant le texte, enfin bon, avec tout le travail d'écriture de réécriture que ça demande. Et ensuite, ayant invité Boissé à la pièce, etc., donc ça a relancé les affaires. Et à ce moment-là, Boissé avait complètement oublié que j'avais écrit un scénario d'ailleurs. Lui, il voulait faire une adaptation. Non, il ne s'agit pas de faire une adaptation, il s'agit de réécrire l'histoire. L'histoire du film, dans sa première version, elle est beaucoup plus loin. On avait le marronnage de Paul Vergès, on allait 1 ou 2 ans au-delà. Hein. Donc l'histoire du cinéma ne recouvrait pas l'histoire de la pièce, par exemple. Alors on en est revenu après, avec Boissé, à remettre ça dans l'affaire stricte de Quartier Français. Mais comme quoi les choses évoluent. À mon avis, on va vers un 3e scénario maintenant. Voilà. Donc il faut peut-être qu'on entre de plein pied dans cette affaire de comédie musicale
qui était aussi au départ une idée de Boissé, hein, qu'il a abandonné et à mon avis qu'il faut qu'on reprenne maintenant. Alors est-ce que tu as le sentiment que le fait que le scénario se construise en parallèle a influé sur l'écriture de ta pièce, que la forme que ta pièce a aujourd'hui est aussi le produit de ce scénario? Oui, alors plus largement, j'ai toujours pensé que je pensais un certain nombre de pièces de théâtre que je faisais, notamment ce que j'appelle moi le théâtre panoramique, hein, qui fait penser un peu au grand écran de cinéma. J'ai toujours pensé que je faisais du cinéma au théâtre, moi, ou du théâtre cinéma. Hein. Mais un certain type de cinéma, évidemment, le cinéma un peu épique. Quand je dis panoramique, c'est-à-dire que on peut avoir des véhicules qui rentrent, on n'est pas dans un vrai théâtre, on est dans un lieu beaucoup plus large et qui pousse très loin, au plus loin qu'il peut, les conventions de théâtre, notamment au niveau de l'espace. C'est-à-dire que moi, au plus loin qu'on puisse voir, qu'un être humain puisse voir, ce sont les limites de mon théâtre. En même temps, je fricote avec le réalisme, en mettant dans Le Pervenche un vrai train et en mettant de vraies automobiles sur scène, je flirte avec le réalisme ou le néo-réalisme là. Donc je suis pas loin du cinéma quelque part. Et donc je faisais, disons, pour résumer, déjà un théâtre qui ressemble à du cinéma, avec des histoires aussi. J'ai toujours mis des histoires d'amour, la fresque historique, etc. Qui sont des procédés largement employés au cinéma. Donc en fait, je faisais un théâtre proche du cinéma. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je franchisse le pas. Mais je ne pense pas que ça ait influé, c'est-à-dire que cette idée de faire du cinéma n'a pas rendu plus cinématographique le théâtre que je faisais. À ça, je répondrais non. Ou alors, ce serait une démarche inconsciente. La différence majeure que je vois par rapport à Le Pervenche, c'est que Le Pervenche, en fait, ça se déroule en 3 temps, en 3 époques. Il y a la grève, le léopard et puis la mort de Villeneuve, enfin de Gaëtan. Alors que là, tout est centré sur c'est la préparation d'un événement unique. C'est cet événement de quartier français. Et est-ce que tu as eu plus de difficultés à bâtir ta dramaturgie à cause de cette contrainte? Dramaturgiquement, donc, au niveau de la construction du récit, Quartier français est meilleur que Le Pervenche, c'est-à-dire qu'il y a une unité de temps et de lieu, dirons-nous. Hein. Donc ça, c'est signe d'une bonne dramaturgie. Hein. Donc ça n'amène pas des problèmes, au contraire, ça en règle. Le Pervenche était effectivement, pas en 3 temps je dirais, mais en 2 temps. Il y avait le temps du Front populaire et le temps de la guerre, juste de l'après-guerre, quoi. Hein, en gros, séparé par un entracte. Au moment, est-ce qu'il fallait un entracte pour Quartier français? En fait non, puisque c'était la même histoire avec une montée en puissance, une résolution de l'affaire. Donc Quartier français est plus théâtre et mieux construit à ce niveau-là et plus concentré. C'est une facture plus classique. Le cœur de Quartier français, c'est le cœur grec. Hein. On voit que le lien se resserre avec Vergès. Alors justement, quelle est la différence entre Le Pervenche et Quartier français là-dessus? Sur Le Pervenche, on en parle tout le temps de Tipol, on le voit jamais. Et ouais. Ça se termine quand même sur lui, puisqu'on apprend la mort de Gaëtan, c'est la toute dernière, c'est les dernières phrases. Est-ce qu'il a participé sur Le Pervenche? Est-ce qu'il a donné des infos? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Et pareil, comment ça s'est passé pour la préparation de Quartier français avec lui personnellement? De la même façon, c'est-à-dire que comme il avait été acteur, enfin pour Le Pervenche, qu'il avait connu ou par son père, et lui étant jeune, il avait fait ses manifestations. Étant adolescent, il avait fait les manifestations de 36. Enfin, il avait 10-12 ans, mais enfin, il les a faites étant enfant. Ensuite, 46, il a été acteur, acteur malheureux, puisque hein, c'est l'affaire Alexis de Villeneuve. Et puis, en étant aussi, en s'étant engagé dans les FFL, donc il avait été aussi acteur de ces événements-là. Donc, a fortiori, encore plus pour Quartier français, puisqu'il est vraiment dedans. Donc, effectivement, donc, on s'était vu avant l'écriture, pendant l'écriture de Le Pervenche, on s'était vu et son attitude, bon, il m'avait raconté des choses, je trouvais qu'il avait eu une attitude pas mal, il ne m'avait pas imposé de choses, il n'avait pas cherché à
à faire de la rétention d'informations ou bien à m'empêcher de dire certaines choses. Il m'avait laissé libre, me disant aussi, tiens, si jamais vous abordez certains sujets, vous aurez des procès, mais vous le savez. Hein, bon, alors je ne sais pas, est-ce que c'est la règle du jeu? Je pense que c'est un joueur, ce type-là, c'est-à-dire qu'il dit les choses sont comme ça, hein, pas moi qui ai... Hein, la politique, c'est comme ça. Si vous avez peur de ne pas réussir, ne faites pas de politique. Hein, c'est cruel. Hein, voilà. Et donc ça, il m'avait dit les choses comme ça. Bon, moi, j'ai pris mes responsabilités. Il avait émis aucune censure non plus. Pour Quartier Français, à moi aussi de définir ce que j'ai à dire, ce que j'ai pas à dire. Moi, j'estime aussi bien dans Le Pervenche que dans Quartier Français avoir dit des choses qui fâchent. Il était autant important pour moi, aussi bien à Le Pervenche comme de Quartier Français, d'établir une sorte d'équilibre hein, entre la droite et la gauche, entre des mouvements divers. Les deux affaires étant des affaires qui unissent les Réunionnais. Hein, et dedans, lui étant un protagoniste particulièrement important, et puis se trouvant à la région, ayant aussi des cordons de la bourse, donc il était important aussi qui nous laisse faire cette pièce, et au contraire qui nous tire d'affaire, puisque c'est lui qui, à un moment donné, le Quartier Français ne se faisait pas, puisque j'avais un peu les sucriers sur le dos. C'est à ce moment-là, lui a donné le coup de pouce pour que les choses se fassent. Hein, alors, s'agit-il de récupération? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Maintenant, ça peut lui être effectivement utile. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'estime aussi qu'il est en fin de vie, en fin de son parcours politique. Donc, il n'y a pas de danger à faire une pièce comme Quartier Français. Ça ne va pas lui sauver ses prochaines élections. Ce qui est étonnant dans le Quartier Français, c'est que par rapport à Le Pervenche, c'est qu'on a l'impression d'un personnage majeur, qui est un personnage de sucrier, qui est un personnage de droite, qui vient de l'extrême droite, qui se retrouve malgré tout marginalisé par son propre milieu, mais qui est mis en lumière, qui est sympathique, auquel on s'attache. Donc, est-ce que du côté de la droite, est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ça, ou est-ce que c'est quand même une entrée Volard laisse entrer quelque chose de nouveau dans son répertoire. Est-ce que ça a été perçu? Oui et non. Hein. C'est-à-dire que dans le vécu de Volard, pour parler franchement, dans le public de Volard, il y a toujours eu un public de droite qui venait au théâtre Volard. Hein, je redis la formule qu'ils me disaient eux, en disant on n'aime pas ce que vous dites, mais on aime bien la façon dont vous le dites. Alors, et puis au niveau des acteurs de Volard, j'ai eu en gros toujours à peu près 50% d'acteurs qui votaient à droite et 50% qui votaient à gauche. Hein. Je ne me fais aucune illusion là-dessus. C'est-à-dire que le théâtre Volard lui-même n'est pas un théâtre de gauche autant qu'on veut bien le dire. Enfin, je veux dire ça comme ça. Au niveau des partis politiques, des gens qui ont défendu au niveau de l'histoire de Volard, j'ai eu globalement plus d'ennuis avec la gauche qu'avec la droite. Hein, donc je le sais ça, donc j'ai aucune raison de faire des cadeaux non plus. Bon, et donc ma foi, cet équilibre-là me plaît aussi quelque part, hein, me plaît parce que j'y vois aussi une façon, on trouve aussi sa liberté, son autonomie, son indépendance dans dans cette espèce de partie intermédiaire dans lequel on peut se trouver. Finalement, mon indépendance, elle se trouve là, elle est pas mal, elle me plaît bien. Alors sur le plan maintenant du contenu, de dire que le personnage de René Payette, ce personnage d'extrême droite, ce serait la première fois, oui et non, il y avait déjà dans Le Pervenche, c'était un peu Raymond Vergès qui tenait le rôle du grand-père, un peu notable, pas de droite peut-être, mais enfin bon, avec des valeurs de droite qui s'exprimaient sur scène, qui étaient des valeurs un peu peut-être de franc-maçonnerie, de morale publique, de morale tout court d'ailleurs. Et il faisait la leçon au petit jeune Le Pervenche. Donc j'avais déjà le père et le fils, j'avais déjà le conservateur par rapport au révolutionnaire. Hein. Donc avec René Payette, je retrouve un peu ça.
Maintenant, est-ce que c'est une entrée de la droite dans le contenu du Tas de Volard? Bon, ma foi, je pense pas. Alors, le fait qu'il soit sympathique, alors, mais je crois que c'est beaucoup le fait de l'acteur. Bon, c'est un peu une surprise parce que mon but n'était pas celui-là, forcément. Hein? Et donc, il est devenu sympa. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Parce qu'on aime toujours les personnes qui sont un peu dos au mur et qui doivent sauver leur peau. Hein. Ça, c'est plutôt des caractères d'héroïsme qui se trouvent là-dedans, plus que des choses droite-gauche. Aussi que le type, effectivement, comme vous dites, a été abandonné par son propre camp et doivent faire une révision déchirante hein, par rapport à... S'il veut sauver sa peau, il faut qu'il s'allie au rouge, quoi. Et ça doit lui faire très très mal quelque part. Mais en même temps, s'il est capable de faire ça, de surmonter, c'est un peu ce que raconte la pièce, si vous êtes capable de surmonter vos idéologies, vos a priori, et aussi les engagements peut-être que vous avez eus, hein, la vie mérite, la vie ne vaut pas les idées quelque part, c'est ça que ça veut dire. Alors on peut me taxer d'opportunisme et il y a des gens qui disent la fin ne justifie pas les moyens, peut-être. Moi ça m'intéresse toujours de dire que la vie vaut d'être vécue et rien ne vaut la mort, hein, même pas une bonne idéologie, même pas un bon parti, quoi. Est-ce qu'il faut mourir pour ses idées? Moi, je suis partagé là-dessus. J'aime bien les gens qui meurent pour leurs idées. Puis j'aime bien aussi ceux qui sont capables, non pas... Il ne faut pas se trahir, hein, parce que mon monsieur Roger dans la pièce, il ne se trahit pas. Il explique, il dit les choses pourquoi. Mais à un moment donné, chacun sait qu'il y a tout un tas de staliniens, de types qui avaient été exclus du PC et leur vie n'était pas finie. Ils avaient 30 ans, 40 ans, il leur a fallu survivre à ça. Et certains sont passés à droite, d'autres ont dû traîner ça comme un boulet, je ne sais pas quoi. Mais moi j'aime bien les gens qui... Je trouve que pour moi, ce n'est pas forcément des opportunistes, ces gens-là. C'est des gens qui ont une vitalité, qui disent « ma vie n'est pas terminée ». J'ai été la victime hein, de Staline ou du PCF, j'ai été la victime de ça, mais c'est pareil à droite aussi. Je ne suis pas un traître, moi on m'a trahi et je ne veux pas faire comme ces gens qui se sont auto-accusés dans les grands procès de Moscou et qui se sont suicidés pour la cause. Est-ce qu'ils ont bien fait de faire ça? Sûrement non. Sûrement non. Ils auraient mieux fait de sauver leur peau et de dire non, Staline était un assassin, on vous accuse. Alors au moins ils seraient morts, mais peut-être qu'on ne serait pas resté comme ça pendant 20 ans avec un stalinisme qui a survécu à la guerre. En faisant ça, ils ont rallongé la durée de vie du stalinisme. Hein. Alors mon monsieur Roger, est-ce que c'est un vilain opportuniste, hein? Moi, je garde une tendresse pour le personnage. Je crois que c'est quelqu'un qui a su peut-être surmonter ses appréhensions et puis pour faire ce qu'il a fait. Puis c'est peut-être passé le même phénomène que tu avais expliqué pour Nina Segamour. Tu veux faire quelque chose de méchant et les acteurs et le public font que ça prend une autre direction. Oui, oui, oui. Je pense que les gens, ils ne sont pas politiques, enfin beaucoup moins que les intellectuels ou que les élites. Pour eux, on ne meurt pas pour la politique ou pour les idées. Il y a toujours une maman pour dire mon fils arrête de faire de la politique, ça, tu vas te tuer quoi. Donc c'est quoi cette histoire? La vie c'est pas ça. La vie c'est bon, peut-être de se marier, d'avoir des enfants, d'être heureux, de pas ne te fais pas remarquer. Hein, souvent on a tous entendu ça. Hein, te fais pas remarquer. Quelqu'un qui fait de la politique, qui s'engage pour ses idées, il se fait remarquer. Et on nous colle aussi toujours dans les pattes malheur par qui le scandale arrive, hein, qui est une vraie trahison des évangiles, hein, de dire des choses pareilles. Mais enfin bon, c'est utilisé souvent en disant tu t'es fait remarquer, mon enfant, il y a eu un scandale, tu le payes maintenant. Hein? Et donc, tu aurais mieux fait de reste dans ton coin. Ces choses-là, toi, tu ne peux pas... Bon, c'est un discours conservateur, etc. Mais qui est très... à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, en ces termes-là. Moi, j'appelle ça le discours de la maman, qui veut protéger la vie, quoi. Hein, elle a donné la vie, elle ne veut pas que ça se termine mal, quoi.